Cette petite vidéo se veut préparatoire d'une vidéoconférence qui aura lieu dans quelques jours, le mercredi 22, au sujet, qui traitera ou qui ouvrira le premier chapitre d'un texte qui s'appelle La Scène. Et voici comment ça commence. Ça commence à partir de l'observation qu'il y a certaines choses qui sont empêchées, certaines opérations sur l'ordinateur qui sont empêchées. Ce sont des opérations, par exemple, il y en a de nombreuses, mais les plus visibles, et beaucoup sont cachées, ou on n'y pense pas. La plus visible, c'est par exemple, il est très difficile d'enregistrer les touches que l'on fait sur le clavier dans des tâches répétitives. Alors il y a des très très bonnes raisons que l'on argumente pour empêcher de faire cela, c'est que quelqu'un d'autre pourrait utiliser ces enregistrements pour répéter la tâche que l'utilisateur de l'ordinateur a voulu répéter. Bon. En bref, sans entrer dans les détails, ceci se résume dans le fait qu'il y a un empêchement particulier, que les opérations sont empêchées, les opérations qui consistent à se servir de l'ordinateur. Il faut le dire comme ça, même si apparemment on se sert beaucoup de l'ordinateur. Mais se servir de l'ordinateur n'est pas, à vrai dire, quelque chose qui soit plus facile que d'être au service de l'ordinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur va se servir de l'usager. Évidemment, donc, je le répète, sous l'apparence qu'on se serve de l'ordinateur. Mais ça, c'est beaucoup plus obscur. Cet empêchement, en fait, est beaucoup plus obscur. Ce qui se passe, c'est que, en réalité, l'ordinateur se sert du consommateur. Il est organisé comme ça, son système, ses réseaux et bref, toute cette modernité permet à l'ordinateur, au système, si on peut dire, de se servir du consommateur. Et à l'inverse, donc, du fait que l'utilisateur pourrait se servir d'un ordinateur. Alors, le fait que ça semble très bizarre, flou, inattendu, confus, alors que en détail, si on l'examine, c'est très précis et très déchiffrable, on peut délimiter ces deux fonctions alternatives comme ça. Le fait que ce soit flou, que ça apparaisse flou, nous introduit à la question de la paranoïa. Parce qu'on va se dire, mais inventer un truc pareil, dire quelque chose comme ça, n'est-ce pas finalement une formule et une clinique, une paranoïaque que je présenterai par exemple ici aussi bien. Alors cette paranoïa, évidemment, elle intéresse les psychiatres. Il est arrivé, ça je l'exposerai en partie dans cette conférence à venir, là, dans cette conférence du 22. Comme exemple, on a un bon exemple. Je me suis trouvé un jour avec quelqu'un, à travailler avec quelqu'un qui pense gentiment, honnêtement, mais ça a des effets catastrophiques évidemment, mais qui pense qu'il est le Messie. Eh bien, je ne l'avais pas, je ne m'en étais pas rendu compte. C'est-à-dire que, en tant que psychiatre, pas trop mauvais et pas trop bon apparemment, puisque donc non plus, je ne me rendais pas compte que cette personne pensait qu'elle était le Messie, et donc je l'ai su et compris que plus tard, pour rendre compte de toutes les complications dans lesquelles on avait été embarqué. Et le fait de ne pas l'avoir perçu ressemble à ça, et finalement à l'analyse, correspond à ce fait qu'on ne s'aperçoit pas qu'en utilisant un ordinateur, on en soit
on soit à son usage plutôt que l'ordinateur, lui, soit à notre usage. Alors, à partir de là, si nous continuons donc sur cette analyse critique, c'est ce qu'on appelle aussi cette paranoïa critique, c'est-à-dire une critique paranoïaque de la paranoïa, ça c'est Salvador Dali, etc., et Lacan évidemment, parce que la question qui gît là-dessous, c'est la question dont on n'ose pas parler, c'est la question de la femme. Enfin, on n'ose pas en parler, Lacan en parle, mais on voit dans quel décor et dans quel aspect baroque il en parle, pour bien dire en fin de compte que c'est la question, l'identification de la femme correspond à l'identification de la paranoïa. Alors évidemment, là encore, de nouveau, là c'est plus le fait qu'on trouve la chose confuse, mais on trouve la chose scandaleuse, dangereuse, et puis on en voit là la manifestation clinique, par exemple dans le fait, dans la question de la mère des autistes, où la psychanalyse, paraît-il, s'est un jour mise en posture de désigner une certaine responsabilité de la fonction maternelle dans l'expression par l'enfant de l'expression de l'autisme, et évidemment ça a été considéré comme absolument scandaleux, pire que le racisme, et donc on a interdit enfin ça n'a pas duré longtemps, puisque donc tout de même on arrive tout de même à les choses tout de même arrivent à arriver. Et évidemment, un certain nombre de psychiatres, de penseurs, de gens qui réfléchissent un peu, se disent que voilà, il y a cette correspondance avec cette paranoïa qui est à la fondation de la connaissance humaine, et le rapport sexuel, la féminité. Alors, ceci, lorsqu'on a réussi à passer toutes les épreuves des résistances, des alertes, des alarmes, de la confusion et de la révolte et des interdictions, on arrive donc à la possibilité tout de même d'établir quelques formules, et ce sont les formules qui ont été établies par Lacan à propos ou pour essayer de déchiffrer, de décomposer, de nous y reconnaître dans cette affaire de relations intersubjectives et de communication aussi, surtout en termes de communication. Alors nous arrivons avec les formules lacaniennes sur un signifiant et l'autre signifiant, c'est-à-dire un signifiant que l'on dit premier, l'autre qui est, les Anglais l'appellent le self, et le deuxième c'est le faux self, on va dire le faussaire. Ça, c'est la question du faussaire et du déchiffrage seront très éclairées par les études de Umberto Eco et Alessandra Pozzo sur la cryptographie et la cryptologie. Et nous établirons donc sur cette conférence le départ d'une étude et d'un texte sur ces relations que l'on appelle dioscures. C'est pas, ou bien dit obscures, mais enfin c'est cette relation de discours qui est celle de Castor et Pollux. C'est très ancien, et ça se retrouve dans toutes les mythologies, la relation gémellaire de deux semblables, la communication entre deux semblables. Et on verra que là où le dioscure dans l'Antiquité, à partir de l'Antiquité, donc c'est-à-dire bien connu depuis longtemps, se présente comme une paire, soit de jumeaux, ou bien alors quand elle devient une paire sexuelle, une paire de différents, de semblables différents, à ce moment-là, nous entrons dans ce que la psychanalyse finalement est arrivée à déchiffrer. On le verra
parce qu'elle est dans un milieu cybernétique. Donc elle arrive à composer une formule du discours, c'est-à-dire comme deux dioscures croisés. Alors ça a déjà été abordé dans les conférences précédentes, et on verra que ce croisement qui est celui qui se marque qui se trouve dans le schéma X ou le schéma L de Lacan, c'est la base, la fondation de la cybernétique de Lacan. Donc cette relation croisée de deux dioscures, finalement quelque chose qui joue à quatre coins, va être présentée à la manière, donc, avec toute la succession d'arguments et d'éléments que je viens de dégrainer et de mettre en série comme ça dans cette vidéo. Et donc, on verra que le premier chapitre concerne la relation entre deux hommes semblables, donc on peut dire Castor et Pollux. En l'occurrence, ce sera le dénommé Weiner, fondateur de la cybernétique, et Campbell, fondateur du discours, enfin d'un discours, d'une édition, on va dire, d'une édition de la psychohistoire. À bientôt donc, et au 22.